Merci d'être avec nous, Rizvan Selika. Vous êtes co-réalisatrice du complément d'enquête Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Sophie Cazot, vous êtes journaliste à bfmtv.com. Christophe Barbier est avec nous. Arthur Delaporte aussi, vous êtes député socialiste NUPES du Calvados, à l'origine de la loi sur la lutte contre les dérives des influenceurs. Ce qu'on est en train de raconter, ces influenceurs qui sont rappelés à l'ordre aujourd'hui, c'est un simple rappel à la loi. Capucine Anab le disait, en gros, il y a un message qu'elle doit mettre régulièrement sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a fait de la publicité mensongère. En fait, elle doit le mettre toutes les 24 heures pendant 15 jours. Est-ce que c'est suffisant ? C'est un premier pas, finalement. C'est un moyen de sensibiliser, de responsabiliser les influenceurs et de finalement les inciter à ne pas recommencer. Mais de ce que j'entendais là, je voyais que le message n'était pas encore totalement bien passé. C'est-à-dire que la publicité mensongère, les communications commerciales, les pratiques commerciales trompeuses, c'est déjà réprimé par la loi. Et si un influenceur qui a affiché son message est en situation finalement de récidiver, eh bien, dans ce cas-là, peut-être que la condamnation suivante sera un peu plus élevée. Ça pourrait être quoi ? Ça peut être finalement jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc c'est quand même des choses qui sont assez dissuasives. Et puis ça peut être aussi l'interdiction d'exercer l'activité d'influence commerciale ou encore une autre possibilité qui serait, par exemple, de ne plus avoir accès à ses comptes réseaux sociaux, d'être suspendu d'un réseau social. Et ça, c'est aussi très compliqué pour l'influenceur. Oui, c'est le name and shame que Bercy a choisi. C'est-à-dire qu'on nomme, c'est la première étape. On voit Simon Castaldi en ce moment, Anthony Matteo, Capucine Anab qui est avec nous. Ils sont aujourd'hui 6 à avoir été rappelés à l'ordre et ça va continuer. Ça va être une sorte de feuilleton. Oui, donc ça va continuer. Donc il faut savoir déjà que lors de mon enquête pour Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs, j'avais contacté la DGCCRF l'année dernière, donc en janvier 2022. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des petites mains sur les réseaux sociaux, comme vos stars en réalité, donc au nom de Audrey Chipeau, Stop Arnaque, qui ont mobilisé les réseaux sociaux pour alerter de ces dérives. Ce sont les premiers lanceurs d'alerte. Et j'irai même plus loin, les premiers lanceurs d'alerte, ce sont les victimes. Et on voit encore une fois de plus, avec Madame Anab, j'ai aucun souci avec elle, mais on a l'impression qu'elle fait une récidive en direct où elle continue à faire la promotion de ce produit et vous l'avez vraiment interpellée. Donc, il faut savoir, oui, la DGCCRF aujourd'hui tape fort, c'est très bien, les politiques aussi. Et donc, je pense aussi que c'est grâce, entre guillemets, au complément d'enquête qui a été une investigation de plus d'1 an. Et on les a pas lâchés. La DGCCRF ne voulait pas nous répondre. On n'a eu qu'un coup de fil avec l'un de leurs porte-parole, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a du résultat et c'est intéressant. Et il y a, Capucine Anab dit, attention, je ne suis pas une influe voleuse, parce que comme s'il y avait des différences de comportement, d'autres influenceurs ont été sanctionnés. On parle de quel type de pratique ? Un flux voleur, c'est un terme très très large qui regroupe énormément de choses. Ça peut être faire de la promotion de produits et services financiers en assurant un gain immédiat, ce qui est illégal. Ça peut être vraiment énormément de choses. Et donc, c'est des influenceurs qui se sont fait épingler pour des pratiques extrêmement différentes. Les NFT, le copy trading, il y a le dropshipping aussi, il y a aussi les dérives. Pour vous, vous comprenez tous ces mots, mais moi, beaucoup moins. Le copy trading, c'est le fait de recopier des stratégies financières d'une fois à l'autre. Et en fait, c'est très, très risqué parce qu'on ne peut pas faire ça. C'est vraiment risqué de perdre des milliers d'euros. La promotion aussi de médecine esthétique, de chirurgie esthétique, qui a fait des ravages. Les injections notamment. Exactement, en fait, dans le complément d'enquête, on a vraiment exposé tout cet écosystème avec toutes ces dérives, dont la chirurgie esthétique, dont le dropshipping, et donc aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dylan Thierry, qui faisait la promotion de gélules contre le cancer. En plus, en faisant des fautes d'orthographe cancérigeuses, etc. Donc, sincèrement, là, on touche le fond avec il est temps, en effet, d'agir. Arthur Delaporte, vous voulez même aller encore plus loin, parce que l'idée, c'est que les selfies aux images lissées, les photos de corps en maillot de bain ou autres, aux imperfections retouchées, soient accompagnées justement d'une inscription qui met bien, attention, les images que vous voyez sont retouchées. Pourquoi ? Tout à fait. Ça fait partie des choses, finalement, qu'on a identifiées et qui ont été portées par les différents acteurs lors des consultations qui ont été menées à Bercy. Et c'est vrai qu'on a pu voir des mesures qui ont été prises sur la publicité traditionnelle avec ce qu'on a appelé le décret mannequin,
qui faisait qu'à chaque fois qu'une image était retouchée dans le métro, par exemple, vous voyez des grandes affiches, c'était marqué que l'image était photoshopée. Parce que de toute façon, ça montrait une vision irréelle des corps et ça a une incidence aussi sur les comportements de consommation, mais aussi sur la diffusion de stéréotypes sexistes. Et donc, à partir de demain, oui, on n'aura plus le droit de retoucher une image pour faire une communication commerciale, attention, sans le mentionner. L'idée, c'est vraiment la transparence. Ce n'est pas d'interdire la retouche, mais c'est de favoriser la sensibilisation du public au fait que ce qu'elle voit, ce qu'il voit, ce n'est pas la réalité, mais c'est quelque chose qui a été transformé. Qu'est-ce que vous en pensez, Capucine Anav? Je ne sais pas si vous retouchez vos photos, mais est-ce que vous vous préparez dans le cas où justement il s'agit de faire de la publicité à bien écrire photos retouchées? Est-ce que vous comprenez que ce soit nécessaire aujourd'hui? Oui, ça, pour le coup, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, j'ai jamais rien refait sur moi, donc ça, pour le coup, je peux être que d'accord. C'est les filtres, en fait, les filtres Instagram pour être plus belle. C'est très bien aussi de le préciser. Après, c'est vrai que sur Instagram et sur Snapchat, il y a déjà un petit émoticône qui montre au public qu'on est en train d'utiliser un filtre. Que ce soit sur Instagram, en haut, il y a écrit filtre, et sur Snapchat, pareil. Donc, et pour revenir aux influenceurs, parce qu'on parlait de moi, mais c'est vrai qu'il y en a qui font des pratiques commerciales trompeuses extrêmement graves, et pour le coup, qui auront, je crois, des condamnations bien plus importantes, comme une amende, que ça aille au pénal. On voit en tout cas que c'est en train de changer, Christophe Barbier, que ce métier est de plus en plus encadré. Je ne sais plus qui avait l'expression de dire qu'avant c'était la loi de la jungle et que maintenant ça change. L'influence arnaqueuse, elle est plus vieille que les réseaux sociaux, parce que vous aviez dans les années 50 des pubs pour cigarettes où des médecins en blouse blanche vous disaient c'est bon pour la santé de fumer, ça désinfecte les poumons. Et ils étaient utilisés par les marques pour faire passer comme ça de faux messages où l'autorité, l'expertise qu'ils étaient censés incarner était mensongère. Ce qui est nouveau là, c'est qu'avec la puissance et les ravages causés par les réseaux sociaux, la société politique s'est mobilisée. Cette loi, elle a été votée à l'unanimité. Elle a été concoctée par 2 députés, Arthur Delaporte et puis son collègue Vogetta, qui sont de bords opposés. Bercy a eu l'intelligence de laisser faire les parlementaires, de ne pas reprendre ça par le haut avec un projet de loi. Donc on voit la vertu de la politique pour l'intérêt général. Bien sûr, il faudra aller plus loin, affiner, faire attention, parce que le monde de l'argent va être toujours plus malin que la loi et va essayer de contourner. Il faut dire aussi que cette loi, elle protège les influenceurs, parce qu'il y a une manière honnête, il y a une manière vertueuse de profiter d'une notoriété, d'une expertise et d'une passion pour faire découvrir des choses à des consommateurs. Moi, je dirais qu'elle protège les victimes. Elle protège les victimes, bien sûr, mais elle protège aussi des gens qui peuvent faire un nouveau métier de manière honnête. C'est les 2 aspects qu'il faut viser. Elle ne vise pas à éradiquer les influenceurs et l'influence, mais en protégeant les victimes, c'est-à-dire les consommateurs, pour qu'ils ne se fassent pas gruger, voire qu'ils ne se mettent pas en danger, elle permettra aussi de dégager une profession qui pourra être labellisée, expertisé, et il faut que les influenceurs en soient les premiers ambassadeurs de cette loi. Si je suis victime, par exemple, que j'ai acheté le patch anti-ondes et que je comprends en fait que j'ai mal compris, j'ai vraiment cru que c'était prouvé scientifiquement qu'il était utile et en fait non, qu'est-ce que je peux faire? Comment signaler mon cas? Il y a un site dédié qui s'appelle Signal Conso et il y a une case influenceur et donc on peut choisir en fonction de son cas. Si jamais on estime que l'influenceur a fait la promotion d'un produit illicite, par exemple, comme ces fameuses gélules qui sont censées guérir les cellules cancérigènes, eh bien, on peut signaler en ligne. Et ensuite, la DGCCRF peut se saisir de ce signalement et mener ce type de contrôle comme celui de Capucine Anav. Parce qu'il s'agit aussi de s'éduquer, de ne pas tomber dans le panneau. Le problème est général. Il y a l'encadrement des pratiques des influenceurs, mais il y a aussi le regard de chacun sur les influenceurs. On sait que leur métier, c'est de faire de la pub. Oui, leur métier, c'est faire de la pub. Mais ils ont une influence considérable parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont des millions d'abonnés. Donc, quand on multiplie tous ces influenceurs, donc c'est vraiment de nombreux abonnés qui sont victimes. Par exemple, ils ne vont pas recevoir leur colis. Il y a eu notre séquence dans le complément d'enquête. L'influenceuse elle-même a été victime de son propre placement de produit. Exactement. Elle perdait ses cheveux. Ils sont manipulés, bien sûr. Voilà. Donc, il faut savoir que l'influenceur, c'est la poule aux œufs d'or. Donc, ça incarne vraiment un écosystème, un business parallèle. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte.
parce que c'est une nouvelle économie. Est-ce qu'il n'y a pas un angle mort? C'est l'influenceur installé dans un paradis fiscal ou très loin à l'étranger. À Dubaï, par exemple. Par exemple, Dubaï, fréquemment, qui peut être inaccessible et aux mesures financières et aux mesures judiciaires. Et ils sont censés être concernés, justement, la loi d'Arthur Delaporte par la loi, justement. On a perdu la liaison avec monsieur Delaporte, mais justement, la volonté, c'était que quand je suis influenceur à Dubaï et j'ai ce genre de pratique, je peux être sanctionné, hein, c'est bien ça. Ils doivent avoir un représentant légal dans l'Union européenne pour être sanctionnés, en effet. Est-ce qu'on sait jusqu'à combien un influenceur peut gagner? Ah oui, en tous les cas, à l'époque, parce que je pense qu'il y a une crise maintenant chez les influenceurs, je pense qu'ils gagnent moins parce que les marques veulent moins investir. Il ne faut pas oublier aussi la responsabilité des marques, parce qu'on parle des influenceurs, mais il y a si les influenceurs font des mauvais placements de produits, c'est que les produits sont mauvais. Voilà, faut taper aussi sur les marques. Oui, à l'époque, par exemple, pour un poste, Nabila pouvait gagner des 10 000 euros, des 20 000 euros. Il pouvait percevoir par 10 000 mois euros pour un message. Pour un post Instagram. Donc, il y a vraiment une sorte de devis. On fait un devis, voilà, l'agence fait un devis. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en agence. Et donc, ça peut aller très, très fort. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable crise. Et puis, parce qu'ils veulent même se reconvertir. Il y en a beaucoup qui sont sur les plateformes mimes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les plateformes où aujourd'hui, on peut vendre des photos à des fans. Et des fois, il y a même des dérives sexuelles. Ça va même parfois vers de la... Donc aujourd'hui, l'influenceur veut se reconvertir, veut garder son niveau de vie pour pouvoir vivre à Dubaï, pour pouvoir... Justement, on a retrouvé Arthur Delaporte. Est-ce que les influenceurs qui vivent à Dubaï sont aussi concernés? Et dans ce cas-là, comment? Oui, ils sont concernés parce que vous savez, les influenceurs qui vivent à Dubaï, à partir du moment où ils s'adressent au public français, ils doivent répondre de la loi française. Et donc, ce qu'on a fait dans la loi, c'est qu'on a renforcé leurs obligations en mettant, par exemple, l'obligation d'une représentation légale dans l'Union européenne et d'une police d'assurance pour s'assurer qu'on pourra effectivement leur demander des comptes. Mais dès qu'ils reviennent en France, ils peuvent être auditionnés, par exemple, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et c'est arrivé l'hiver dernier. Il y avait des influenceuses qui étaient, par exemple, à Courchevel, qui ont été rencontrées par des agents de la DGCCRF. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible. Et il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est à Dubaï qu'on est à l'abri du respect de la loi. Capucine Anaf, tout à l'heure, Rizlan Selika disait que certaines influenceuses, par exemple Nabila, pouvaient gagner 10 000 euros, 20 000 euros pour un message sur les réseaux sociaux. Ça vous est déjà arrivé? Pas du tout. Là, je suis très, très, très loin de ces chiffres-là. Non, très, 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 très loin. Absolument pas. C'est pour ça que je vous disais que... Quel est le maximum que vous avez pu gagner pour une publication, par exemple? Juste pour qu'on se rende compte. Le maximum 1 000 euros. Alors, mais c'est rare, hein. C'est rare. 1 000 euros. Et votre salaire, est-ce qu'on peut parler de salaire? Vous gagnez à peu près combien? Ça va dépendre des mois. Il y a des mois où ça va plutôt bien marcher et des mois où il n'y aura rien du tout. Comme je vous disais, avant mon congé maternité, il y a des mois où c'était vraiment un petit plus et un peu d'argent de poche, quoi. Je ne pouvais pas forcément en vivre, même si c'était plutôt bien payé pour ce qu'on fait au final, parce qu'on est chez nous et c'est plutôt agréable à faire. Mais là, quand j'entendais ces sommes-là, je suis extrêmement loin de tout ça. Quand vous dites qu'il y a des mois où ça marche plutôt bien, c'est... Quand ça marche plutôt bien, c'est combien? Je vous demande juste pour qu'on se rende compte de ce que ça peut vous rapporter de faire ce type de publicité. Quand ça marche plutôt très bien, je vais dire que c'est entre 5 et 10 000. Entre 5 et 10 000. Et est-ce que ces mois-là, voilà. Est-ce que cette nouvelle loi dont on est en train de parler, qui encadre davantage votre métier, ça fait que vous vous dites ça va être de plus en plus difficile et peut-être que je vais essayer de faire autre chose? Non, pas du tout, parce que moi, comme je vous disais, mon métier premier, c'est chroniqueuse, comédienne, je suis au théâtre. Moi, je vous dis, ça, c'est vraiment un passe-temps et c'est pour m'occuper et parce que j'aime ça et que je trouve ça sympa. Mais honnêtement, moi, si demain tout s'arrête, c'est pas mon métier premier, donc j'ai absolument aucun problème avec ça. Et de toute façon, ça s'arrête pas, parce que en soi, je vous dis, je fais très attention à tout ce que je poste. Comme je vous ai dit, j'ai été contrôlée en novembre et depuis tout se passe bien. Ils ont continué à regarder et à me suivre et je fais plus d'erreurs. Je fais très très attention à mon vocabulaire et à ce que je peux dire et à bien mettre le hashtag sponsorisé. Je vous voyais réagir, Christophe.
Oui, je pense qu'elle devrait retourner à son métier de comédienne où elle émet de bonnes ondes. Dans la pièce de Marc Fayet, vous étiez très bien. C'est pas la peine de... Vous pouvez enlever le patch, vous savez, il sert à rien, et puis revenez sur scène. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir été avec nous. Merci Christophe aussi. Et je remercie Victoria Solano et BFM Lyon qui ont permis le duplex avec Capucine Anna.